Merci beaucoup pour cette belle introduction. Bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux que j'ai déjà rencontrés et à ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Aujourd'hui, merci beaucoup déjà Coralie pour votre aide et support, support technique. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour du monde intellectuel du monde de l'uranium. Donc, nous pouvons passer, s'il vous plaît, sur la deuxième diapo. Merci beaucoup. Euh, j'espère. Oui, voilà. Nous allons passer rapidement à travers les activités Orano pour parler notamment des mines, des procédés et des certaines innovations. Voilà. Et par la suite, nous allons parler du marché mondial de l'uranium qui subit beaucoup de changements en ce moment, comme nous le savons tous, dû à énormément de facteurs. Nous allons également parler de principaux pays producteurs, des développements des nouveaux projets. Alors, il y en a beaucoup. Donc, j'ai choisi quelques exemples, certains extrêmement pratiques, certains très insolites, qui paraissaient il y a un moment complètement anecdotiques. En revanche, maintenant, il y a déjà des pilotes industriels sur le sujet. Voilà, quelques conclusions et j'espère pistes de réflexion ensemble. Voilà, donc nous pouvons directement passer les prochains diapos pour arriver notamment à la diapositive numéro 6 plutôt. Donc, nous allons parler du monde d'Orano. Aujourd'hui, comme nous le savons tous, euh, le, Orano donne toute sa valeur au nucléaire ou l'essaye en collaboration avec tous ses partenaires et tous ses sous-traitants. Aujourd'hui, nous connaissons tous les activités d'Orano en partant de la mine par laquelle nous avons parlé aujourd'hui, par la conversion au enrichissement, recyclage du combustible usé, la logistique. D'ailleurs, la logistique aujourd'hui, nous voyons tous avec ce qui se passe politiquement dans certaines parties du globe que la partie logistique du nucléaire, du cycle du nucléaire devient de plus en plus rempli de défis. Par la suite, démantèlement et services et bien sûr nos services d'ingénierie. Donc, je vous propose directement de passer à la partie sur laquelle le sujet d'aujourd'hui, donc Oranomine. Alors, ici, j'introduis une carte avec toutes nos productions d'uranium pour 2022 en tonnes d'uranium, à savoir que la demande au niveau de l'uranium et de la production d'uranium entre 2021 et 2022, elle a beaucoup augmenté. Vous avez également la légende pour les différents pays et nos différentes activités. Donc, Canada. Les principaux défis, c'est déjà la localisation géographique, à savoir que au moment où il faut faire une exploration dans un pays où les températures vont de -45 à +30, vous imaginez bien que ça compose un certain nombre de défis techniques. Également, nous avons comme activité la mine, donc des participations dans la mine de Cigar Lake, dont je vais parler un peu plus parce qu'au niveau technique et niveau innovation, c'est extrêmement intéressant. Il y a également exactement à 80 km, pour être précise, le site de McLean Lake. Euh, donc, à droite de l'écran se trouve à côté les parts d'uranium de tonnes produites en 2022. Donc, Cigar Lake à travers évidemment notre usine de McLean Lake et le nombre de tonnes. Donc, au Canada, pour la production par Orano en 2022, c'était à peu près 3000 tonnes d'uranium. Voilà. Et puis, évidemment, nous allons passer par la France où nous avons notre siège social et des activités de recherche. Le Niger, qui en 2022 a produit à peu près 2000 tonnes d'uranium et où il y a également
plusieurs types d'activités, notamment du réaménagement, de l'exploitation du projet, exactement même en parallèle. Puis notre site du Kazakhstan, qui se trouve géologiquement et physiquement sur le même type de sol que la Mongolie et l'Ouzbékistan, ce qui fait qu'au niveau hydrométallurgie, nous nous retrouvons dans des contextes qui peuvent être à la fois très similaires et à la fois extrêmement différentes. Pour le Kazakhstan, en 2022, la production a été d'à peu près 2500 tonnes d'uranium produites par la technique de lixiviation in situ. En Mongolie, nous allons parler un peu plus. Actuellement, il y a eu une activité de pilote industriel qui a eu lieu et qui s'était clos par la production de 10 tonnes d'uranium produites en Mongolie. Un pilote industriel qui a donné d'excellents résultats. Notre activité en Ouzbékistan. Donc, en Ouzbékistan, c'est une branche et une entreprise, une joint venture qui a été fondée avec Navo Uran. Des activités en Namibie qui ont été des tests par le passé. Aujourd'hui, c'est plutôt au niveau d'un tout petit projet. Et puis au niveau Gabon, c'est du réaménagement, à savoir qu'il y a quand même des gisements, un gisement d'uranium au Gabon. Voilà. Donc je vous propose de passer à la diapo numéro 9. Et donc ici, nous allons passer par les différentes méthodes de production et les différentes étapes. Donc, chaque étape pour la production et l'extraction et la purification d'uranium comporte au niveau hydrométallurgique plusieurs défis et au niveau de l'innovation, il y a plusieurs pistes d'innovation, il y a plusieurs projets d'innovation, évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler de certains. Donc, par rapport à l'extraction, aujourd'hui, classiquement, nous avons en interne urano soit des mines à ciel ouvert, telles que au Niger, soit des mines souterraines, dont j'ai pris deux exemples d'innovation extrêmement intéressantes pour le Canada, dont nous allons parler un peu plus. De la lixiviation in situ. Alors, pour la lixiviation in situ, pardon, c'est une technique qui est à la fois utilisée dans tous les pays de l'Asie centrale. Et c'est une technique qui est assez ancienne et très robuste. Et à la fois, c'est une technique où il y a encore beaucoup de progrès à faire et il y a encore beaucoup d'innovation qui est en cours. Donc, au niveau des méthodes classiques, pour les mines à ciel ouvert, aujourd'hui, en fait, les principaux, finalement, les principaux axes de recherche, elles vont pas être, dans notre cas, pour la mine à ciel ouvert, ça va être plutôt pour la mine souterraine, parce que pour les mines souterraines, nous sommes dans des contextes géologiques qui sont extrêmement différents d'une mine à l'autre. Donc, dans ce contexte-là, il y a beaucoup plus d'innovation qui est réalisée en ce moment sur ces sujets-là, comme pour l'excavation in situ. Pour tout ce qui est usine, alors là, nous sommes au cœur de l'hydrométallurgie. Les défis vont notamment être, en fait, ils vont être à tous les niveaux. Ils vont être au niveau de type de impuretés qui peuvent se retrouver à l'entrée de l'usine et au niveau de la variabilité du minerai entre le Canada, où on peut se retrouver avec énormément d'impuretés à des concentrations en allant de ppm jusqu'à des kilos en entrée d'usine. La variabilité, elle est extrêmement grande au niveau du minerai qui rentre en usine. Le Canada est un pays où l'uranium est le plus concentré en souterrain. Aujourd'hui, en fonction des mines et des endroits où on se trouve, nous pouvons être à des concentrations qui vont entre 2-3% et 40%.
avec des moyennes plutôt à des 10-15% en uranium. Donc, c'est des contextes qui sont complètement atypiques par rapport au reste de mines d'uranium du monde, où nous pouvons nous trouver à des concentrations plutôt en grammes par tonne. Donc, ça va être des concentrations en ppm en fonction des pays et des endroits qui vont aller de 100-200 ppm jusqu'à quelques milliers de ppm. Après, au niveau d'autres sujets extrêmement intéressants où il y a beaucoup de recherches, c'est évidemment la lixiviation, soit-elle dynamique ou en tas, et puis évidemment le traitement des effluents où toutes ces impuretés qui se retrouvent en début d'usine, il va falloir les retraiter et surtout montrer leur stabilité à long terme. Au niveau de la purification en concentration, les plus grands axes de recherche en ce moment se basent surtout alors, pas mal de modélisation, pas mal de procédés où on va changer de type d'appareillage qu'on va utiliser pour faire, par exemple, la précipitation, ou ça va être plutôt à ce niveau-là. Alors, je vous propose du coup directement de passer à à la diapo numéro 11. Donc, je vous disais que parmi des techniques innovantes pour des mines, surtout des mines, des techniques non conventionnelles, j'ai choisi aujourd'hui de parler de la mine de Cigar Lake. En fait, c'est très difficile de choisir parce qu'il y a beaucoup de types d'innovations en hydrométallurgie et en procédés miniers aujourd'hui entre nos sites et évidemment les sites à travers le monde pour les différentes entreprises. Donc, pour la mine de Cigar Lake, ce gisement, c'est un des plus concentrés, comme je vous disais tout à l'heure. Entre les différentes poches du gisement, nous pouvons nous retrouver avec des concentrations en impuretés extrêmement variables. Il y a énormément d'impuretés, peut-être un quart du système périodique qui peuvent se retrouver dans ce type de gisement. Au niveau des impuretés, évidemment, pas des concentrations plus ou moins variables. Et nous sommes à des profondeurs entre 300 et 500 mètres à peu près. Euh, et ici, il y a eu une technique qui a été mise en œuvre qui est complètement innovante et complètement différente de ce que nous pouvons retrouver ailleurs. C'est une technique d'abattage hydraulique, en anglais Jet Boring System. Dû au fait que, comme on voit également sur la photo du haut à droite, c'est un milieu où l'eau, elle est omniprésente. Et il y a beaucoup d'eau également en souterrain. Donc, pour la stabilité des sols, elle est fortement affectée par la présence d'eau. Dans ce cas, la technique qui a été trouvée pour assurer la stabilité des sols, ça a été une congélation grâce à une saumure qui circule dans des tuyauteries. Donc, en bas à droite, on peut voir à peu près comment se fait l'abattage hydraulique. Donc, une fois qu'on a congelé le sol, l'abattage hydraulique se fera avec un jet sous pression d'eau. Et donc, ce qui sortira, ça sera un minerai qui sera un mélange d'eau avec le minerai en lui-même. Et il sera pompé vers la surface. Cette technique-là, vous voyez, en bas à gauche, se fait par des machines qui sont plutôt toutes petites, qui ont quelques mètres de longueur, qui peuvent se diriger, qui peuvent également être contrôlées à distance. C'est un procédé qui est unique et extrêmement performant et très flexible, et surtout pour lequel qui a dû être développé pour que cette mine puisse produire. Parce qu'auparavant, comme peut-être certains vous le savez, la mine de Cigar Lake, due au contexte hydrogéologique extrêmement stable, elle était inondée pendant 4 ans, donc sans pouvoir produire. Et c'est suite à cet événement qu'il y a eu beaucoup de recherches pour développer un procédé minier qui assurait la stabilité du sol. Donc ça, c'est la mine de Cigar Lake, c'est une mine qui est opérée par Cameco, donc l'Orano canadien, et où nous sommes également
également partenaires. Pour la diapo suivante, donc numéro 12, une autre technique pour des mines plutôt non conventionnelles, c'est la méthode sabre, qui pour le coup a été utilisée et développée, complètement innovante également en interne. Donc sabre, Surface Access Borehole Resource Extraction. Celle-ci, c'est une technique où il y a eu quelques années également de recherche, où l'extraction du minerai, ça fait pas abattage hydraulique, mais à travers des puits de forage. Et dans ce cas-là, elle ne nécessite absolument pas la présence de personnes en souterrain. Donc, il n'y a pas du tout de personnel dans la mine et tout se fait à distance. Et donc, on fait des puits d'accès depuis la surface et on extrait le minerai, pareil, à partir d'un jet d'eau sous pression. Mais on le remonte directement à la surface sans intervention humaine en souterrain. Cette technique est assez, elle a été déjà mise en place du coup, sur notre périmètre de McLean Lake, où il y a également un gisement. Par la suite, sur la diapo numéro 13, merci beaucoup. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à l'exhibition in situ. Alors, l'exhibition in situ, elle est utilisée sur tous les gisements où nous sommes dans un contexte plutôt sédimentaire de grès avec un front d'oxydoréduction où il y a eu un fluide à un certain moment oxydé où l'uranium était dissous géologiquement et qui a rencontré un front réduit qui a fait que l'uranium s'est précipité sous forme de roll front. Et à ce moment-là, nous sommes dans un contexte géologique qui est un peu particulier, qui se retrouve dans tout le bassin d'Asie centrale. Donc, comme je disais, Mongolie, Kazakhstan, Ouzbékistan. C'est une méthode, une technique minière, justement, qui est par définition que de l'hydrométallurgie. Et du coup, pas du tout une technique minière conventionnelle. C'est vraiment comme si on était dans une sorte de réacteur non agité en usine. Je vous disais, c'est une technique qui est plutôt très ancienne, qui vient des années 40-50 pour les premières utilisations et qui fait que le fluide, il circule entre le fluide d'extraction, il circule entre la mine et l'usine. Donc, il y aura un fluide légèrement acidifié qui va rentrer en souterrain pour dissoudre l'uranium à travers ou pas, euh, par l'intermédiaire ou pas d'un oxydant en fonction de la minéralogie présente en sous-sol. Et donc, il va aller vers l'usine au circuit fermé. C'est une technique minière qui est extrêmement intéressante parce que au niveau des effluents, en fait, comme tout est en circuit fermé, évidemment que c'est extrêmement intéressant. C'est une technique qui n'est pas très coûteuse. Et donc, il y a au niveau de tout ce qui est innovation, des méthodes hydrométallurgiques. Alors là, il y en a beaucoup sur à peu près tous les plans. Au niveau de la manière de faire les puits, au niveau de comment est-ce qu'on va arranger les puits dans l'espace. Et surtout, on a développé un outil qui est complètement sur mesure de simulation et de modélisation qui nous permet, en transport réactif, en collaboration avec une école, qui nous permet de savoir justement prédire la récupération, le comportement du minerai, les débits, les pH. Donc, en fait, nous permet de savoir comment et le réservoir et les récupérations et la lixiviation va se produire. Et en fait, il y a beaucoup d'axes de recherche et d'innovation autour de cette technique. Voilà. Maintenant, je vous propose, parce qu'il reste, je vois, le temps qui file, je vous propose de parler rapidement du marché mondial de l'uranium. Aujourd'hui, donc, les principaux producteurs d'uranium, ça va être plutôt au niveau des pays, le Kazakhstan avec 42%,
Ça va être le Canada avec 14%. Ça, c'est les chiffres de 2022. L'Australie, l'uranium d'Australie, il vient de la mine de l'Olympique Dam en majorité, où l'uranium, il est en sous-produit. L'Ouzbékistan, bien sûr, le Niger et Namibie. Donc, aujourd'hui, tout ça, donc je propose du coup de passer, merci beaucoup à la diapo suivante. Aujourd'hui, le cours d'uranium, donc tous les investissements et notamment toute la recherche et l'innovation qui va se faire en hydrométallurgie, elle sera fortement influencée évidemment par le cours d'uranium. Alors, quand on parle de cours d'uranium, il y a deux types de cours d'uranium. Déjà, on parle d'un marché où l'uranium il se vend sous forme de U3O8, donc sous forme de livres d'oxyde d'uranium. Et donc, il y a un marché spot qui est sur le graphique de gauche, il sera représenté en bleu. Et le marché long terme, où les prix ne seront pas exactement les mêmes. Ils se suivent quand même, ils seront pas les mêmes, mais ils seront en forte corrélation. Donc, aujourd'hui, en fonction des entreprises, des pays et des stratégies, l'uranium, il sera soit vendu euh, en- à long terme, par des contrats long terme entre les différentes entreprises, soit il sera vendu au prix spot. Prix spot, ça va être au prix du marché. Donc là, on peut voir, j'ai mis avec une source, la bourse de matières premières, vous pouvez le retrouver. Euh, L'évolution du prix d'uranium entre euh, de, depuis l'année dernière enfin depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, et on voit bien que tout ce qui se passe sur le marché international au niveau et puis dans le monde, au niveau des différents types de décisions géopolitiques ou de contraintes ou autre chose, influence énormément le comportement et le prix, surtout le prix spot de l'uranium. À savoir que hier, le marché à 23h57, il s'est clos avec un prix de livre pour l'uranium de 80,7 par livre d'uranium. Donc, vous voyez que, en fait, rien qu'entre entre début novembre et maintenant, le prix, il a énormément augmenté. Donc, c'est un marché qui est en plein foisonnement. Et donc, tous les projets, il y a du coup, en conséquence, énormément de projets, soit qui se mettent en route, soit qui avancent, soit des nouveaux gisements qui deviennent rentables et qui ne l'étaient pas, soit des nouvelles techniques qui sont mises en œuvre qui ne l'étaient pas auparavant. Donc, oui, l'influence du prix du cours d'uranium sur tout ce qui va être recherche et investissement au niveau de hydrométallurgie et ainsi de suite pour le prix pour le marché de l'uranium, il est assez extraordinaire en ce moment. Donc, je vous propose du coup de passer à la diapo 19. Donc là, pour vous parler un peu plus directement d'un des exemples de ce qui s'est passé sur le marché d'uranium cette année. Euh, pour la Mongolie, par exemple, la Mongolie a des gisements riches en uranium depuis toujours. Aucune mine n'a été exploitée depuis 1995 en Mongolie. Nous, on a fait un test pilote en Mongolie. Et le 12 octobre cette année, nous avons eu l'accord d'exploitation minière pour le projet d'uranium de Zovchevo par la société Badark Energy, donc du coup qui est la joint venture entre nous et Monatom. Et ça, justement, c'est quelque chose qui également est influencé par tous les facteurs dont je vous parlais auparavant. Euh, Par la suite, donc on va passer à la diapo numéro 21. Par rapport à la part la diapo 21. Donc, comme je vous disais, le marché d'uranium, il bouge beaucoup, beaucoup en ce moment et j'ai pas du tout j'ai pas eu du tout l'intention de faire
une liste exhaustive de tous les moyens par lesquels on peut obtenir de l'uranium dans le monde. En revanche, il y a beaucoup de recherches et il y a beaucoup de moyens qui sont mis dans tout ce qui est développement et recherche hydrométallurgique par rapport à l'extraction d'uranium. On se produit à partir des gisements phosphatés. Donc ici, je vous ai donné les teneurs dans ce type de gisement qui peuvent varier entre 70 et 300 grammes par tonne, en allant jusqu'à 700. Alors, les différents pays, ils déclarent un certain nombre de tonnes qui potentiellement, en fonction d'un certain nombre de paramètres, pourraient être, être exploitées et extraits à partir des gisements phosphatés, notamment aux États-Unis, au Maroc, en Jordanie, en Égypte, en Tunisie. Après, justement, au niveau hydrométallurgie, ce type d'extraction se produit à partir de ce type de gisement-là. Il est extrêmement coûteux et au niveau des défis techniques, justement, c'est plutôt difficile parce qu'il faut du coup développer au niveau hydrométallurgique des procédés qui soient sélectifs dans un milieu physico-chimique plutôt complexe, voire très complexe. Ce qui est développé en ce moment sur le marché, c'est surtout des résines. Enfin, ça dépend des laboratoires et ça dépend des entreprises, mais c'est plutôt des résines qui sont sélectives à l'uranium dans ce cadre-là. En revanche, c'est le développement de ce type de résine, il est plutôt difficile et les résines plutôt chères, ce qui rend quand même ce type de procédé plutôt cher. Mais sait-on jamais, en fonction de l'évolution du cours d'uranium, il se peut que tout cela devienne fortement faisable. Et d'ailleurs, il y a déjà sur certains de ces gisements et sur certaines de ces réserves ou ressources déclarées en fonction des pays et en fonction des options, il y a eu déjà de l'uranium qui a été extrait à un certain coût, à un certain moment en fonction du cours du prix du marché, c'était plutôt faisable. Là, je vous donne un dernier exemple, peut-être vous en avez entendu parler. Euh, donc, ça sera la diapo numéro 23. Merci beaucoup. C'est la fameuse extraction d'uranium à partir des eaux de mer. Donc, pour un peu de contexte, on sait qu'il y a de l'uranium dans l'eau de mer qui est dissous à certains, enfin, en fonction des endroits. Les concentrations, ils peuvent être estimées selon la Société française de l'énergie nucléaire entre 3,3 microgrammes par litre, avec des dispersions entre 1 et 5 microgrammes, suivant les emplacements. Et le volume enfin, avec le volume estimé des océans, on peut estimer un contenu uranifère de 4500 millions de tonnes d'uranium. Alors oui, les chiffres paraissent extraordinaires. En revanche, vu les concentrations, voilà, ce sont des choses où il y a encore énormément de recherches à faire. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu une pilote qui a vu le jour et qui a commencé officiellement à fonctionner le 17 mai 2023, mis en route par le CNSC dans la mer de Chine méridionale. Et donc, la seule chose sur laquelle il communique, c'est que c'est un procédé d'absorption. Voilà, donc il y a un pilote pour lequel on attend avec grande impatience les résultats et ça serait très intéressant de voir ce qu'ils obtiennent et comment ils obtiennent si jamais il y aura des résultats qui seront communiqués sur ce sujet-là. Et donc pour la conclusion, euh, donc déjà je vous remercie d'avoir fait le tour du monde avec moi très rapide de l'uranium. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'uranium. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent dans la mine et dans la purification et la concentration pour l'uranium de nos jours, tant au niveau emplacement
géographique qu'au niveau géologique, qu'au niveau procédé hydrométallurgique à mettre en œuvre, soit-il dans la mine ou dans les usines. Je vous remercie et bah, j'attends vos questions si jamais il y en a. Eh bien, je vous remercie, Madame Mango, pour cette très belle présentation. Je propose à tous les participants de poser vos questions via le chat. Ce sera peut-être plus facile parce que vous êtes un petit peu nombreux. Et puis peut-être le temps que les questions apparaissent, je me permets une première petite question par rapport aux ressources secondaires, Oui, notamment les gisements de phosphate. oui, Effectivement, on entend souvent et parmi vos chiffres, effectivement, on retrouve le Maroc, hein, ouais, le plus grand gisement de phosphate au monde, et effectivement, on retrouve un chiffre énorme, hein, sur qui le est potentiel extraordinaire. d'extraction d'uranium. Donc, vous dites que c'est une question de coût de procédé, de coût d'extraction pour le valoriser. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est plus des problèmes politiques, des problèmes entre sociétés pour pouvoir aller exploiter quelque chose qui... Alors, je pense que la réponse à un tel type de question, elle est jamais monoparamétrique. Évidemment que dans la décision d'investissement, ça sera toujours est-ce qu'il y a un besoin sur le marché? Parce que le coût seul ne fera pas le fait qu'une entreprise ou une autre ou plusieurs entreprises voudront vraiment investir. Le défi technique, il est là. Et une fois qu'on a surmonté ça, il y aura effectivement toutes les décisions qui vont se suivre, qui vont évidemment être influencées par la politique. Nous sommes dans un monde où, de toute manière, toute l'industrie de l'énergie, en général, elle est fortement influencée par la politique. Donc oui, effectivement, ça sera, oui, un facteur qui va influencer la réponse. En revanche, voilà. Et est-ce En que vous, revanche, ça sera pas le seul. Le coût, la politique ou le contexte géopolitique ne seront pas les seuls qui vont influencer. est-ce que vous êtes Ça optimiste serait. pour l'exploitation à court terme peut-être ou au moyen terme de ces... Alors, au niveau de l'optimisme, c'est une question qui, enfin, pour moi, moi, je suis de formation ingénieur, donc je vais me baser sur des chiffres. Aujourd'hui, si le besoin mondial va faire que nous allons avoir besoin d'exploiter de l'uranium qui vient qui est exploité en sous-produit ou qui vient de ce qu'on appelle aujourd'hui des gisements non conventionnels, la réponse sera oui. Si le besoin n'existera pas ou il ne fera pas surface à tel point que la contrainte énergétique fasse que ce produit-là sorte, bah, la réponse sera non. Donc, pour moi, c'est pas une question d'optimisme ou pas. Pour moi, c'est une question purement financière et purement de besoin sur le marché. Eh bien, je vous remercie. Alors, on a une première question qui apparaît dans le chat. Quelles sont, alors, de Tony Fernandez, quelles sont les technologies utilisées pour l'extraction de l'uranium dans l'eau de mer? Les seules choses qui sont communiquées, comme vous savez, il y a un certain nombre de pays qui, au niveau de technologie, ils communiquent extrêmement peu sur leur technique ou même sur leur gisement ou même sur l'existence même de certains types de minerais sur leur territoire. Les seules choses qu'on trouve dans la presse aujourd'hui, ça serait des techniques par absorption. Je pense que ça doit être potentiellement des résines échangeuses de ions qui doivent utiliser. Je pense, mais ça, c'est qu'une intuition technique qui me fait dire ça parce que d'habitude, les résines échangeuses de ions, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on utilise également dans les terres rares. Donc, dès que nous arrivons dans les métaux, celle-ci, la réponse en général, dès que nous arrivons dans des métaux où les concentrations sont faibles, tout ce qui va être euh, de point de vue hydrométallurgique, ça va être plutôt les résines échangeuses de ions qu'on va pouvoir développer pour avoir des procédés qui sont à la fois sélectifs et plutôt flexibles et qui, on arrive à les produire à des prix qui sont plutôt, oui, plutôt faisables. En fonction du contexte. Réponse à prendre avec des pincettes, parce que si on se pose là, dans ce contexte-là pour des terres rares, le développement d'une résine pour l'extraction de certaines terres rares, ça peut être extrêmement coûteux. Donc, voilà, la réponse va être à nuancer en fonction du contexte de quel métal nous parlons. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas dire plus que ça parce que ils sont extrêmement, voilà,
ils ne communiquent pas beaucoup sur le sujet. Une deuxième question de Guilhem Arachard. Donc la situation, et c'est vrai qu'on se pose tous des questions par rapport à ces points-là, la situation politique au Niger remet-elle en question l'exploitation des gisements par Orano? Excellente question. On va exactement comme tout le monde suivre ce qui se passe politiquement. Aujourd'hui, personne n'a une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer dans le futur. Aujourd'hui, tout le monde reste optimiste que l'exploitation va continuer au moment où la situation, les frontières vont réouvrir. Oui, donc là-dessus, je pense que sans Orano, je pense que le Niger aurait peut-être du mal à exploiter l'uranium. Là aussi, valoriser après leur minerai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une question, deux questions. Une question d'abord de Laisse aller. Jean-Pierre Simonat. Vous les voyez peut-être bien. Oui, alors, les anciennes mines françaises exploitées par Rouen, alors il y a des cartes. Alors déjà, malheureusement, comme c'est une demi-heure, on ne peut pas parler de tout. Il y a des cartes directement sur Internet et des anciennes mines d'uranium exploitées qui ont été déjà exploitées en France. D'ailleurs, les exemples de ces mines-là, elles sont vraiment intéressantes à regarder sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup de données qui sont publiques sur le sujet. D'ailleurs, c'est des mines qui ont été exploitées et déjà réaménagées et qui sont du coup en ce moment sur donc, comme tout ancien site industriel, ce sont surveillance environnementale, donc c'est-à-dire qu'on fait un suivi environnemental. Par la suite, une fois qu'on a réaménagé n'importe quel type de site, soit-il chimique, industriel, enfin minier. Donc, moi, là, je pourrais pas vous en dire beaucoup, beaucoup plus, mais il y a beaucoup de sites, anciennes mines d'uranium qu'on peut retrouver. On peut retrouver une carte de France facilement. On peut voir tous les sites où l'uranium a été extrait. Et en plus, avec le nombre de tonnes d'uranium associées qui a été extrait. Et en plus, même assez bien fait, les photos pendant l'exploitation, soit-il les mines à ciel ouvert et puis la photo après le réaménagement. Voilà. Après, je sais pas, j'étais en train de répondre et donc me concentrer sur la réponse. Et il y a une autre question, mais j'ai pas vu. Il y avait une question juste avant de Jean-Pierre Simonat. Oui, Donc Orano semble être un grand acteur, c'est pas oui. semble, même plus que semble. Quels sont les autres grands acteurs? Vous avez parlé de Cameco. Oui, alors, les autres grands acteurs, il y a Kazatomprom. Donc, c'est Orano au Kazakhstan. C'est l'entreprise aujourd'hui le premier producteur d'uranium au monde, exactement comme donc, le pays, le premier producteur au monde aujourd'hui étant le Kazakhstan. Donc, l'entreprise première productrice d'uranium au monde, c'est Kazatomprom. Un autre grand acteur minier, d'ailleurs, dans le monde de l'uranium, c'est Cameco, donc l'acteur canadien. Et évidemment, il y a Navoyuran qui est l'acteur ouzbek. Donc c'est vrai que il est beaucoup moins présent dans les journaux et ainsi de suite et un peu on pense un peu moins. C'est exactement le même type de gisement qu'au Kazakhstan, donc des gisements qui seront exploités et qui sont exploités par la lixiviation in situ. C'est également un très grand producteur et qui est en train de monter d'ailleurs en puissance et en production et qui a D'accord. d'ailleurs des techniques très intéressantes au niveau de la production et qui ils ont d'autres types d'axes de recherche et de développement par rapport à cette technique qui est assez extraordinaire, qui est la lixiviation in situ d'ailleurs, comme technique minière non conventionnelle. Eh bien, on a encore une autre question sur le Ah, j'adore moi les questions. Je pourrais rester avec vous toute l'après-midi, hein. J'ai donné des cours lundi, mardi, donc là je suis en pleine forme. renouveau du nucléaire. A-t-on une idée d'une date où l'offre et la demande ne seront plus en concurrence économiquement? Ouf, ah, ça c'est une question. Euh, je, 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 Ça, je pense que c'est une question pour le gouvernement. Ça, je ne peux pas vous dire. Là, pour le coup, à mon humble avis, c'est une question.
auquel c'est extrêmement difficile, du moins pour moi, de vous répondre. Ouais, je pense que c'est une question pour les acteurs politiques pour moi, de mon point de vue. Peut-être quelqu'un d'autre a une réponse. D'ailleurs, je vous invite tous autour de la table de donner une autre réponse si vous en avez une autre plus claire ou plus précise que moi, mais voilà. Alors, une question de Jean-Charles de Hemtine. Donc, est-ce que la Oui. lixiviation in situ se fait avec de l'eau pure ou y a-t-il Non, des... elle s'est fait avec de l'acide. Alors, ça dépend dans quel contexte géologique nous sommes. Si nous sommes dans un contexte géologique où la concentration de carbonate elle est supérieure à 2%, nous allons être dans un contexte de lixiviation, ce qu'on appelle carbonaté. Donc ça va être, si vous voulez chercher un peu plus, parce qu'effectivement, comme je vous disais, c'est un peu difficile de donner le tour du monde de toutes les techniques et de toutes les applications dans une demi-heure, mais si on regarde, ça va être la lixiviation in situ alcaline, notamment au Texas. Ces gisements-là, enfin ces mines-là, elles ont arrêté de produire vers les 2010-2011. Voilà. Si nous sommes dans un contexte géologique et minéralogique où les carbonates elles sont à une concentration moins de 2%, évidemment ça étant une valeur, enfin, c'est autour de cette valeur, à ce moment-là, nous sommes dans ce qu'on appelle une lixiviation acide. À ce moment-là, nous allons injecter une solution faiblement acidifiée en acide sulfurique. Quand je vous dis faiblement acidifié, on va être à moins quelques grammes par litre qu'on va injecter. Et alors, ça dépend en fonction de la minéralogie. Soit l'uranium, il sera sous forme oxydée, donc quelqu'un, il sera facilement mis en solution par une solution acidifiée. Soit s'il est réduit, on aura besoin d'un intermédiaire la plupart des fois qui est déjà présent dans le sous-sol qui va être dissous par l'acide, donc un intermédiaire, un oxydant. Et à ce moment-là, l'uranium sera mis en solution et réextrait par l'autre côté. J'espère que ça répond rapidement à la question. J'espère aussi. On termine avec la dernière question et puis ensuite, on va passer à la conférence suivante. Du coup, y a-t-il des contraintes environnementales à considérer? Oui, évidemment. De la première de la question. Évidemment. En fait, donc au niveau de tout ce qui va être contraintes environnementales, les lois, les normes environnementales, euh, tout ce qui va être respect de tout ça, il commence déjà au moment où on fait l'exploration et au moment où on fait les études conceptuelles. Donc, on prend en compte tout ça au niveau déjà des études conceptuelles. Donc, plus on va passer plus loin dans les projets, dans la préfaisabilité, dans la faisabilité et ainsi de suite, absolument tout sera pris en compte et donc les études environnementales, elles suivent le rythme de l'ingénierie classique à laquelle on pense, parce qu'effectivement, on pense toujours au rythme des études d'ingénierie et de l'exploration et des études géologiques, mais oui, évidemment, on prend tout ça en compte. D'ailleurs, si vous voulez voir, il y a les rapports RSE d'Orano qui sont complètement publics où on peut voir absolument tout, à toutes les étapes, tout le type d'analyse environnementale et tous les respects de tous les codes environnementaux dans les différents pays qui sont réalisés. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour votre intervention, pour Merci ces à vous. questions et puis ces échanges. Et je vais passer la parole à Damien Bourgeois qui prend le relais pour le webinaire de cet après-midi. Damien, à toi la parole.